Bonsoir. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est pour moi un énorme problème dans l'organisation des combats UFC et pour les combattants, et dont j'ai entendu peu de personnes parler. Peu d'observateurs de ce sport ont abordé ce dont je vais vous parler. Ce problème, c'est l'impossibilité d'organiser des combats de rentrée ou d'acclimatation. Je m'explique. Vous êtes champion, vous venez de perdre de manière humiliante ou brutale. Il faudrait vous organiser ce qu'on appelle un combat de rentrée, où vous prenez quelqu'un de bien moins fort que vous, pour reprendre un peu vos marques, pour reprendre un peu confiance en vous. Ou alors vous montez de catégorie. Vous êtes un nouveau poids, vous avez besoin de vous acclimater, voir comment vous bougez sur le ring, comment les coups partent, c'est une nouvelle catégorie, les vitesses changent parfois. Il faudrait pas de suite affronter le plus gros tueur, mais voir ce que vous pouvez faire, comment vous vous sentez. Ça, c'est fait tout le temps en boxe anglaise. Je vais vous donner plein d'exemples. Et en UFC, c'est quasiment jamais fait. C'est-à-dire que vous êtes à l'UFC, vous êtes toujours obligé, quasiment, d'affronter le plus gros tueur disponible en fonction de votre classement. C'est plus votre carrière qui est protégée, mais c'est les intérêts de l'organisation. Contrairement en boxe anglaise où il y a plein de promoteurs, plein d'organisations, à l'UFC, il n'y en a qu'une. C'est l'UFC, qui fait tout le temps en fonction de ses intérêts, pas des intérêts des combattants. Donc vous ne décidez pas votre carrière en gros. Et donc ça pose des gros problèmes. Je vais vous donner quelques exemples. Tuivasa, par exemple, qui a combattu il n'y a pas longtemps. Tuivasa, il se prend une punition contre Gane, complète. Bon, à un moment, il fait un truc dans le combat, mais au corps, il se fait complètement punir. Il finit ensanglanté, gros dégâts. Normalement, ça aurait été bien qu'il se repose au moins 3 mois sans se parer. 2 mois après, il prend Pavlovich. Pavlovich, 2 mètres, 2 mètres 13 d'allonge, sûrement futur champion. Anglaise de tueur, très mauvais match-up en plus pour Tuivasa. KO en 1 minute 30, KO très violent. 3 mois après, il se prend Volkov, très mauvais match-up encore, très gros striker. KO soumis au 3e round où il a pris d'énormes dégâts. Donc le type a enchaîné tueur, tueur, tueur. Ferguson par exemple. Ferguson qui aurait dû être champion, qui a passé je sais pas combien d'années au top. Combat extrêmement dur qui aurait dû être arrêté avant à mon sens contre Gaethje. Et après, dans le désordre, il se prend Chandler, Darius, Oliveira, Bobby Green, Diaz, que des tueurs, 5 défaites d'affilée. Le type, il passe du plus gros win streak à un énorme losing streak. Et en plus, avec des KO violents. Et là, plus personne ne le reconnaît dans l'octogone. Le type, il est à des années-lumière du niveau où il a été. Alors, on va comparer avec des trucs qui se font pour les gars, parce que là, on a parlé de gens d'assez haut niveau, quoi, de contenders mondiaux, avec ce qui se fait avec des champions et en boxe anglaise. Alors, Joshua et Wilder, qui ont perdu il n'y a pas longtemps tous les deux. Alors, c'est rigolo parce qu'ils ont affronté le même gars. Wilder, donc il a perdu contre Fury. Bon, il a eu sa revanche parce qu'il a demandé, il a reperdu. Bon, très très beau match d'ailleurs. Tous les matchs contre Fury étaient très beaux. Il a affronté qui? Robert Helenius, qu'on connaît en France parce qu'il a affronté du haut pass. Il est classé combien, Robert Helenius? Il est 32e mondial. Et il était sparring partner de Wilder. Donc, autant vous dire que Wilder savait qu'il le défonçait, quoi, tout simplement. Il a mis KO en un round. Et Joshua, quand il a perdu la deuxième fois contre Usyk aussi, il a eu la revanche. Il a affronté qui après? Robert Helenius aussi, qui est toujours dans les 30e mondial. Et non pas que c'est un manche, mais pour quelqu'un comme Joshua qui a été champion unifié, c'est pas quelqu'un de son niveau. Et Joshua, même s'il était timoré, il a quand même pu tranquillement le mettre KO au 9e round. Donc, et pour reprendre un peu confiance en lui. Si on avait fait à Wilder et à Joshua, ben c'est simple, les deux, Wilder et Joshua, se seraient affrontés après avoir perdu directement. Ça aurait fait un super combat, un combat qu'on attend depuis longtemps, nous les fans. Est-ce que ça aurait été le mieux pour leur carrière? Non, je pense pas.
Parce qu'aucun des deux n'aurait été au top mentalement et physiquement. Et à l'UFC, ça se serait fait. Mais ça aurait pas été bon pour eux. Pour un des deux aurait gagné, mais qui sait si l'autre serait parti dans une spirale de défaite. Donc ça, c'est le premier point. Les combats de rentrée sont proscrits parce que l'UFC veut faire du spectacle. Un promoteur en boxe anglaise, il pense plus à ménager sa poule aux odeurs. Mais c'est bien parce que c'est quand même des humains, les gars, quoi. Autre chose, vous changez de catégorie. Alors là, c'est encore plus flagrant. On va prendre l'exemple de Darren Till. Darren Till, il se prend 2 défaites en welter, où il était pas mauvais en welter, mais c'était connu qu'il faisait des wake-up de fou. Le type n'en pouvait plus, il croyait mourir. Il passe en poids moyen. Donc en poids moyen, il affronte qui? Gastelum. Gastelum, quand même, qui est un gars bien classé et dangereux. Très dangereux, Gastelum. Il gagne, serré, mais ok. Après, il affronte qui directement? Robert Whittaker, un des meilleurs poids moyens de tous les temps, qui était encore à son prime. Il perd. Et après, il annule plein de combats, il se blesse. Le gars a dit je sais plus s'il a avoué ou dit à demi-mot, mais il n'avait plus envie de combattre, quoi, il stressait, il annulait ses combats au dernier moment et compagnie. Et bon, il a affronté Bronson, il s'est fait déboîter et il a complètement arrêté sa carrière alors qu'il avait 30 ans, je crois, Darren Till. Il était super talentueux, mais juste, ça, typique, ça l'a tué. Alors, faut mettre ça en perspective, c'est-à-dire, entre les poids welter et les poids moyens, pour Darren Till, il y a 7 kilos, un peu plus de 7 kilos. C'est énorme. C'est 2 catégories, voire 2 catégories et demie en boxe anglaise. Alors maintenant, comparons avec un gars en boxe anglaise. Andre Ward. Andre Ward, qui a été médaillé d'or olympique, qui a fait le tournoi des Super Six en super moyen en boxe anglaise, où il a battu 4 ou 5 champions du monde, où c'était le gros patron des super moyens. Le type monte en mi-lourd. Alors entre super moyen et mi-lourd, il y a 3 kilos. Il fait un combat de rentrée contre un top 10, qui était Sullivan Barrera à l'époque. Bon, il gagne, performance moyenne, il gagne, mais vu que c'est un surdoué, on s'attendait à mieux. Il devait affronter Kovalev, qui était le gros patron des mi-lourds. Son coin dit non, on trouve qu'on se sent pas encore bien à ce poids. 3 kilos de différence. On va faire encore un combat. Il faut un combat contre un mec qui s'appelle Alexander Brand, qui était un Colombien qu'ils ont fait venir, qui était un ancien super moyen. C'était juste pour tester comment il se préparait, comment il se sentait à ce poids encore, faire des ajustements. Il gagne facilement. Ils font un combat contre Kovalev qui gagne alors qu'il aurait dû perdre. Et pour la revanche contre Kovalev, là, pour moi, là, c'était enfin un vrai mi-lourd. Il avait pris enfin du muscle. Et là, il gagne vraiment contre Kovalev. C'est-à-dire qu'il lui a fallu 4 combats pour s'acclimater entre 2 catégories où il y a 3 kilos de différence. En UFC, ils montent tout le temps de catégories comme ça. Max Holloway, il est monté de suite contre Dustin Poirier. Il n'avait pas pris de muscle. Il aurait pu faire 100 fois mieux. Mais il faut du temps. Il faut s'acclimater. Même si vous prenez le muscle, il faut du temps pour voir comment vous vous sentez. C'est pas un contest de bodybuilding. Il faut savoir comment bouger avec ce muscle. Il faut savoir comment vous allez vous sentir dans les rounds d'après. Et ça, ce temps, ils le prennent jamais à l'UFC parce qu'ils veulent faire du spectacle et compagnie. Et voilà, c'est un peu McGregor qui a donné des... Tout le monde croit qu'il peut faire comme lui pour les montées de catégorie, mais non. À part si vous avez une allonge de 1m95 comme McGregor et que vous frappez, sinon, il y a de fortes chances pour qu'il faille prendre vraiment le temps. Et ça, je vous dis, les exemples ne manquent pas. Tyson Fury, quand il est revenu, il a fait 2 combats de rentrée. Le combat contre Wilder, où il n'était pas encore en forme, malgré les 2 combats ou le match nul contre Wilder. Et il a refait 2 combats avant la revanche contre Wilder. Vous imaginez?
Il y en a eu plein. Davida, il a fait 4 combats pour monter en poids lourd avant d'affronter Klitschko. Il y avait un Polonais il y a longtemps qui s'appelait Thomas Adamek, pareil, qui était monté des lourds légers en poids lourd. Il a fait 4 ou 5 combats avant d'affronter Vitaly Klitschko. Le type, je me souviens, il s'entraînait avec des poids au pied, comme dans Dragon Ball Z, pour essayer de se déplacer plus vite. Bon, il s'est fait éclater contre Klitschko, mais parce qu'il essayait de transférer sa vitesse de déplacement en poids lourd. Et, euh, et ça, c'est jamais fait en UFC. Ce que Jones a fait, de monter direct après 3 ans d'absence contre Gann et de gagner, c'est de la folie. C'est de la folie furieuse en boxe anglaise. Bon, il a gagné parce que c'est Jones, mais sportivement, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et pareil, Usyk, un combat contre un no-name quand il monte en poids lourd pour voir comment il se sent, un combat contre un top 10, et après, il prend Joshua. Et déjà, c'est très rapide. Vous voyez, c'est très rapide. Faut savoir que Usyk, c'était un gros lourd léger. C'était quasiment un poids lourd. Pareil, il a dû prendre 3-4 kilos, mais c'est une mécanique de précision. Voilà. Et, euh, et pareil, ça serait totalement impossible en UFC. Ça a certains avantages. Du coup, on n'attend pas pour les combats, mais c'est un peu dur pour les combattants. Et gardez à l'esprit que les sauts de catégorie sont énormes en UFC. Les types prennent autant de temps alors que c'est 3 kilos en boxe anglaise. Et là, ils y vont comme ça alors que c'est des différences de 7 kilos. Euh, et même, c'est compliqué à tel point que même pour faire un combat d'adieu, c'est compliqué. C'est-à-dire que le Korean Zombie, avec tous les neurones qu'il a donnés, tous les neurones qu'il a sacrifiés, le type n'a même pas droit à un combat facile. Il se prend un KO net chez lui contre Max Holloway. Et alors que c'était son combat en Corée, vous voyez, c'est vraiment dur. Même Frankie Edgar n'a pas pu partir sur une victoire. Vous voyez, en boxe anglaise, Frankie Edgar, il aurait eu son promoteur, il aurait organisé un combat facile dans sa ville, qu'il aurait gagné, il aurait terminé sa carrière comme ça. En UFC, ça se passe pas comme ça. C'est très dur. Voilà, et c'est bon si vous êtes un surdoué, si vous êtes un Conor McGregor, si vous êtes un John Jones, ça passe, mais sinon, c'est extrêmement dur. Et regardez la gueule de Frankie Edgar, si vous ne me croyez pas. Regardez sa gueule à la fin de sa carrière, vous allez voir que c'est très dur, très très dur. Voilà, et un autre point que j'aimerais soulever, euh, sur la dureté vraiment du matchmaking à l'UFC, c'est l'impossibilité de refuser un combat. Alors là, c'est très très dur si vous refusez un combat. Exemple flagrant. Duplessis, qui a fait une performance éblouissante contre Whittaker, qui a éclaté un des meilleurs points moyens de tous les temps, comme personne n'a jamais éclaté. Le type dit est blessé, il peut pas combattre 2 mois après, donc 2 mois c'est très court. Encore heureux, il s'est quasiment pas fait toucher contre Whittaker. Mais ça aurait pu être un combat dur. Des fois, il y a des combats où il faut 4, 5, 6 mois pour récupérer. Vous voyez, enfin, les types, c'est des tueurs, ils se mettent des coups. Il peut y avoir 1 million de blessures. Le cerveau peut avoir besoin de se reposer un peu. Donc le type a pas voulu combattre 2 mois après, mais pas parce que c'est un feignant, parce qu'il était blessé. Il a été critiqué par le coach d'Adesanya et critiqué par Dana White. Alors que ben, le type n'a jamais refusé un combat. Juste là, c'est pour le championnat du monde. Il est, c'est complètement légitime, mais à l'UFC, c'est mal vu. Vous, si vous mourrez dans l'octogone, en fait, on s'en fout, quoi. Il faut que le pay-per-view, ça tourne. Je dis pas que les promoteurs de boxe anglais sont des anges, mais ils ont moins l'intelligence quand ils comptent sur une star ou s'ils vous rapportez des sous aux promoteurs, ils ont moins l'intelligence d'essayer de vous préserver un peu, que vous mouriez pas de suite. Et un combat qui illustre totalement ça, l'impossibilité de refuser un combat et un peu la folie et la dictature de l'UFC, c'est le combat de Benoît Saint-Denis, notre Français adoré, hein.
que j'aime beaucoup, contre Elizeski dos Santos. Donc, premier combat de Benoît Saint-Denis à l'UFC. Son adversaire se désiste. On lui propose un combat dans la catégorie au-dessus. Donc déjà, normalement, non. Normalement, non. Comme je vous ai dit, en boxe anglaise, une montée de catégorie, ça se fait pas comme ça. Ou alors ça se discute, ils font des catch-weight. Mais c'est pas au dernier moment que vous allez proposer ça. Surtout quand il y a autant de poids entre les deux. Là, on parle de 5 kilos en plus. Aller affronter un type qui s'est préparé, qui fait 5 kilos de muscles que vous, quand il y a de la lutte, c'est encore pire que juste à la boxe. Parce qu'un type de 5 kilos de plus que vous en boxe, vous le mettez dans le vent, ben, ces 5 kilos, c'est pareil. Mais quand il y a de la lutte, les 5 kilos, vous allez les sentir. Donc il accepte le combat au dernier moment. Et, et voilà, il s'est passé un combat où il a perdu énormément. Énormément. Et en plus, son entraîneur jette pas l'éponge au deuxième, alors que bon, alors ça, il y a la polémique. Moi, je pense que c'est un combat qui aurait dû être arrêté 100 fois. L'arbitre a été viré. Les commentateurs américains disaient pourquoi le combat n'est pas arrêté, c'est très grave. En conférence de presse, son adversaire a dit je comprends pas pourquoi le combat n'a pas été arrêté. Mais bon, Daniel Vorin va vous expliquer que c'est le top et qu'il fallait pas l'arrêter et compagnie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont viré dans le quart d'heure d'après. L'arbitre a été viré. C'est bref. Mais aussi, c'est très mal vu de jeter l'éponge à l'UFC. C'est-à-dire que ben quoi, tu abandonnes, alors que en boxe anglaise, ben on sait que c'est la santé des gars, qu'on peut ne jamais se remettre d'un combat. Et c'est voilà, on se serre la main et on vit un autre jour. En UFC, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Vous êtes un quitter, quoi. Et pareil, ça c'est pas. Du coup, et en plus, le gars était dopé après. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris un combat où il s'est fait éclater au dernier moment contre un gars plus lourd où il peut pas jeter l'éponge et le type était dopé. Voilà. Et ah non, s'il avait refusé, ah non, non, c'était mal vu. Voilà. Donc voilà, je voulais juste attirer l'attention sur ça. Euh, parce que c'est pas soulevé et voilà. Et il y en a d'autres des exemples. Adesanya qui perd contre Pereira. Le premier combat, magnifique combat serré, mais il perd. Faut savoir que Pereira l'avait battu 2 fois en kickboxing. Il bat en MMA. Ils ont fait la revanche directe. Alors ça, c'est dur parce qu'enfin, Adesanya a réussi à gagner celle-là, mais il avait perdu 3 fois contre le type. Il aurait très bien pu se dire, je pourrais jamais battre ce gars. Enfin, ça aurait pu très bien jouer sur son mental. En boxe anglaise, c'est beaucoup plus fin. Les types ont une clause de revanche immédiate qui choisissent, qu'ils ont quelques mois pour choisir s'ils l'activent ou pas. Voilà. Ou s'ils font quelques combats et après, on remonte un peu dans les classements et après, vous voyez? Et là, de suite, il y a le gars qui te poursuit toute ta carrière, qui a gagné 40 fois contre toi. Il regagne, il te poursuit dans un autre sport. Et t'es obligé, tu l'affrontes direct, quoi. Et voilà, il n'y a vraiment pas de pitié. On ne prend pas cette dimension en compte. Et il y a il y a des montées de catégories qui sont bâclées. Darren Till, je suis sûr qu'il aurait pu faire beaucoup mieux avec plus de temps. C'est bête de le voir se retirer si jeune. Tuvasa, par exemple, ça aurait pu être le Derek Chisora. Derek Chisora qui est un gatekeeper honnête, en poids lourd, qui fait des combats honorables, qui a 2-3... Bon, qui s'est pris pas mal de punitions, je crois qu'il a 14 défaites, un truc comme ça. Mais le type est toujours là, mais voilà, il fait des combats, il fait pas que des combats ultra durs. Et tu vas ça, qu'est-ce qu'ils vont lui proposer maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant? Le type, il vient, vous voyez, enfin, personne mérite ça, et je suis sûr qu'il est obligé de les prendre, ces combats. Il veut pas dire, donnez-moi un top 20 mondial ou un gars et je reprends petit à petit. Non, c'est tueur sur tueur. Voilà, donc je voulais attirer l'attention sur ça, sur le matchmaking de l'UFC qui est impitoyable, qui détruit des combattants. Et voilà, et je voulais juste mettre ça en contraste avec ce qui se fait en boxe anglaise.
ce que les gars peuvent faire en boxe anglaise. Voilà. Bon, le matchmaking de boxe anglaise qui comporte ses failles aussi. J'en parlerai dans une autre vidéo si ça intéresse des gens. Mais, mais qui est un peu plus. Et pourtant, la boxe anglaise est surnommée le hurt business, quoi. Le business de la douleur. Mais qui paraît plus humain quand même que celui de l'UFC par bien des égards. Voilà, dites-moi si ça vous a intéressé. Bon, je voulais faire moins long, mais ça fait 20 minutes, voilà. Allez, bisous.